Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ce meetup. On est très content de vous avoir encore une fois aujourd'hui. On est très content de pouvoir recommencer ce meetup en présentiel et de pouvoir tous se voir de vive voix. Donc, je vais vous présenter rapidement DataLib. Donc, on est une association qui organise du coup, des conférences et des événements autour de la data. Donc, on est toujours en recherche active de personnes qui veulent parler, qui veulent présenter leur travail, des choses par exemple dans leur entreprise. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter. Donc on a un peu sur tous les réseaux, même si on est plus actif quand même sur LinkedIn et vous pouvez nous envoyer un mail. Sachez que les événements, on essaie de les enregistrer et de les rendre disponibles sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez retrouver les événements sur YouTube. Du coup, on a besoin de personnes qui présentent, on a besoin aussi de sponsors pour organiser ces événements. Aujourd'hui, je tiens à remercier du coup Sphère, qui est notre sponsor pour cet événement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous contacter, faire un événement en commun, nous contacter également. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, j'ai laissé la main du coup à Sphère, qui est le sponsor du jour et qui va vous présenter. Super. Bonjour tout le monde. Effectivement, merci de nous accueillir. On est très contents de sponsoriser ce meet-up. Je m'appelle Sébastien, je travaille pour Sphère, effectivement. Aurélien aussi qui va vous partager son talk et son expérience juste après. Donc Sphère, en fait, c'est une néo-ESN. Donc c'est une ESN avec des petites nouveautés, un autre positionnement, certains d'entre vous nous connaissent peut-être. Aujourd'hui, Sphère Annick, c'est 70 personnes, avec une entreprise qui tournait vraiment vers la tech et l'électronique de transformation. Alors, on est assez connu pour la partie cloud et la data sur le cloud, mais on ne fait pas que ça. On fait aussi du développement back, on intervient beaucoup chez nos clients en régie sur des outils de développement, mais il y a des petites spécificités aussi, et Aurélien pourra en témoigner, chez Sphère, on fait aussi pas mal de formations. Et donc, en fait, les Sphériens qui sont en mission partagent aussi beaucoup leur expérience, donc dans des meet-ups comme ci, dans des events et conférences comme le DevFest qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui va de nouveau avoir lieu dans pas longtemps, et ils font aussi de la formation. Donc voilà, c'est le petit positionnement de Sphère. Je te passe la parole. On avait fait des belles slides. On avait fait des belles slides, mais je les ai un peu résumées. Donc, voilà. On s'en fiche des slides, voilà. Je te donne ça. Il y a les petits... Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. Bienvenue, comme Sébastien l'a dit, on est sponsor aujourd'hui et aujourd'hui on va vous parler je vais vous parler en tout cas de BigQuery. BigQuery qui est une solution sur GCP, sur Google Cloud Platform, et on va voir un petit peu à quoi ça sert ce produit et comment il fonctionne. Pour débuter, j'aime bien poser quelques questions pour faire connaissance. Et du coup, je voudrais savoir un petit peu qui aujourd'hui maîtrise ici le SQL, ou pense maîtriser en tout cas le SQL. Qui l'utilise au quotidien? Qui est DBA? Bon, ça va, j'aurai pas de piège alors. Qui joue avec des jeux de données d'à peu près 1 Tera, 10 Tera, voire plus? Toi, tu l'as vu. Ok, vous, ça va vous intéresser. Maintenant que je vous ai un petit peu questionné et je vois un petit peu qui vous êtes, je vais me présenter aussi. Donc moi, je suis responsable de l'activité data pour Sphère. Si vous voulez discuter un petit peu plus de ce qu'on fait côté data, n'hésitez pas, après il y a un buffet, on aura le temps en fait d'échanger. Vous pourrez me retrouver sur les réseaux, alors à l'inverse de mes collègues du Meetup, je ne suis pas trop actif sur LinkedIn, ce sera plutôt sur Twitter, mais n'hésitez pas à venir me voir. Et donc on va parler de BigQuery, et qu'est-ce que c'est que BigQuery? Qu'est-ce que c'est que ces grosses requêtes? Alors si on prend la définition officielle de Google, BigQuery c'est une solution serverless, hautement scalable, qui permet d'adresser des usages multi-cloud pour un coût relativement faible, tout ça dans un univers data warehouse. C'est cool. Ce qui est important, moi de mon point de vue, c'est d'abord que ce soit serverless. Serverless, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de machine derrière. Il y a vraiment des serveurs, il y a des trucs physiques qui vont permettre d'exécuter tout ça, mais vous n'avez pas besoin de vous en soucier de ces choses-là. Ça va tourner et puis on s'en fiche de savoir comment. Le deuxième point intéressant à avoir en tête, c'est que c'est fait pour du data warehousing. Donc le data warehousing, qui sait ou voit à peu près ce que c'est?
pas nombreux. Le data warehousing, en fait, ça va être une solution de stockage de la donnée qui va vous permettre d'adresser des grosses volumétries de données. Quand je parle de grosses volumétries, on est au-dessus du téra, on est sur les pétas, voire des exabytes. Donc ça va vraiment vous permettre ça et d'adresser en fait ces quantités de données avec uniquement du SQL. Le dernier point intéressant de BigQuery, qu'on sous-évalue et en fait qui va être vraiment différenciant dans le futur, c'est sa capacité à être multi-cloud. Le but d'être multi-cloud, c'est de pouvoir adresser des usages sur GCP, donc sur la stack de Google, mais aussi sur la stack d'Azure ou la stack d'Amazon. Et ça, on va le voir tout à l'heure, c'est hyper intéressant. BigQuery, dans l'écosystème data sur GCP, comment ça se situe? Ça ressemble à peu près à ça. Donc on a une solution... Est-ce que ça va marcher comme ça? Hop. On a une solution ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur, dites-moi. On a une solution BigQuery et derrière, on va avoir un certain nombre des sources et des consommateurs. Les sources, on va avoir deux grandes familles. On a le type batch qui est bien connu, on va récupérer des fichiers sur Cloud Storage, sur S3 et on va vouloir les charger dans BigQuery pour ensuite pouvoir les utiliser. On va pouvoir faire aussi la même chose avec du stream, avec du Kafka, avec du PubSub, avec du Kinesis. Ça marche bien et le but c'est vraiment de prendre ma donnée de mes systèmes opérationnels et de les mettre dans une solution de stockage qui va être pérenne, BigQuery. Ce dont on va avoir besoin souvent, c'est une petite brique de processing. On va parler de Spark, on va parler de Beam, on va parler de nouvelles choses aussi, il y a de nouveaux frameworks qui apparaissent. L'idée, ça va être de prendre ces données brutes, de les transformer un petit peu pour les mettre à disposition. Pourquoi on met ces données à disposition? Pour avoir des usages derrière. Et quel type d'usage? De la data vise. On va construire des dashboards avec Data Studio, avec Looker, avec tous les outils du marché. Et on va aussi utiliser ces données historisées pour construire des modèles de machine learning, les réentraîner régulièrement et les mettre à disposition de mes utilisateurs. C'est ça BigQuery, ça sert à ça. Donc on va faire une petite démo. On va essayer parce que je suis en 4G. Qui a déjà joué avec l'interface de Google? Ah, vous êtes tous vous êtes bons. Donc on va aller dans l'interface de BigQuery. Et dans l'interface de BigQuery, j'ai triché un petit peu, j'ai créé des requêtes que j'ai sauvegardées parce que l'effet démo n'est pas bon. Mais on va jouer. C'est assez lisible ou je zoome un petit peu pour vous? Ça va? On va jouer en fait avec des jeux de données qui sont publics et on a un jeu de données qui s'appelle Wikipédia. Ici, on l'a. Donc, hop. Donc Wikipédia qui publie régulièrement en fait les pages view que vous faites, que moi je fais, donc toutes les recherches en fait que les utilisateurs de Wikipédia peuvent faire. Donc à partir de ça, je vais créer une nouvelle table et ça me permettra d'avoir un jeu de données un peu plus faible. Ici, on voit que pour créer ma table, en haut à droite, je vais à peu près travailler avec 2 Tera de données. Donc ça commence à chiffrer. Donc moi, je n'ai pas envie de travailler à chaque fois avec 2 Tera de données, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc j'ai créé une petite table, je l'ai rafraîchie tout à l'heure, et cette petite table aujourd'hui, elle ne fait plus que 500 gigas. Enfin, 50 gigas, pardon. Et donc on va jouer avec ce jeu de données. La première chose en fait quand j'ai commencé à travailler avec BigQuery, c'est que je voulais adresser des requêtes SQL comme je les faisais avant. Et donc là ce qu'on va faire par exemple, c'est essayer de savoir quelles sont les pages les plus vues sur Wikipédia et sur Wikipédia en France. Donc, ce qui nous intéresse nous, on est français, c'est un peu plus logique. Donc j'ai omis certaines... Ah, j'ai fait une petite erreur, voilà. J'ai omis les pages spéciales de Wikipédia, la homepage, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, ça exécute mon traitement. On va attendre un petit peu, c'est un petit peu lent. Et on voit que les pages principales en fait en recherche en ce moment sur Wikipédia, c'est les États-Unis, la France, YouTube et Michael Jackson. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens sont intéressés par Michael Jackson. Ce qui est rigolo avec cette démo, c'est que ça change à chaque fois et donc c'est rigolo. Donc ça, c'est assez simple. Deuxième chose, c'est qu'on peut suivre des tendances en fait avec Wikipédia et en fait c'est là où on va vraiment sortir les choses intéressantes. De se dire que c'est YouTube, c'est bien, mais ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous avez suivi, les Oscars, c'était bien, il y a eu des super récompenses, il y a eu Coda, il y a eu plein de choses, mais il y a surtout une gifle monumentale. Et en fait, je me suis dit, c'est cool, mais moi, par exemple, la femme de Will Smith, je ne la connaissais pas en fait. Et donc, Jada Pinkett Smith, je me suis dit, tiens, est-ce que les gens la connaissaient? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Et donc, on exécute cette requête, et j'ai comparé quand même à Chris Rock, parce que je me dis que c'est quand même lui qui s'est pris la grande tarte dans la gueule. Donc, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai raté? C'est le petit effet démo. Voilà. Et donc, ici, on a le résultat. Mais c'est pas très parlant. En fait, on voit que Will Smith, on a consulté sa page en janvier 2021, il y a eu 27 views. Enfin, bref, ça parle pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt explorer en fait les données. Et pour ça, je vais pouvoir directement exporter mes données dans Data Studio. Dans Data Studio, je vais pouvoir créer des dashboards. C'est une solution gratuite de data vis proposée par Google.
reste une solution gratuite, donc c'est un peu limité, mais ça permet quand même d'avoir une solution rapide. Et donc, hop, je vais essayer de voir le nombre de vues et de voir s'il y a une corrélation. Et il manque des données, hop. On va faire plus simple. Excusez-moi. Je recrée le jeu de données pour être sûr. Et j'avais pas prévu de meubler à ce moment-là, donc c'est un petit peu long, excusez-moi. Donc voilà, on a recréé notre table, je vais réexécuter la requête, hop. Ça devrait aller assez vite. Et dedans, dans nos résultats, on va pouvoir donc explorer ce coup-ci, hop. Et derrière, donc on va regarder le nombre de vues agrégées par personne dans le temps. Ici, hop. Donc on choisit un graphe. Hop, la petite c'est bon, hop, et view. Et là, boum, la claque. Et en fait, ce que c'est intéressant de se rendre compte, c'est que finalement, Will Smith, sa femme, Chris Rock, tout le monde s'en fout d'habitude. Et puis là, parce qu'il y a une gifle, il y a une vraie tendance en fait. Alors, cette tendance, j'ai pas la faculté de comprendre ce qui va se passer derrière. On voit que le pic redescend déjà. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est de se dire qu'on va pouvoir analyser des choses peut-être un petit peu plus complexe. Et pour ça, on va par exemple pouvoir chercher les tendances des hommes politiques, les recherches liées aux hommes politiques. Alors j'ai repris les sondages, le plus récent, ça tombe bien, il est sorti hier, et on voit qu'on a certains indicateurs, Emmanuel Macron qui serait en tête, et Marine Le Pen qui le suit à 21%, suivi de M. Mélenchon. Enfin voilà. Et donc j'ai voulu essayer de regarder un petit peu ce qui se passait, de voir un petit peu les tendances. Donc toujours dans BigQuery, ça ne parle pas, c'est une table, c'est compliqué de comprendre ce qui s'y passe. Donc on va toujours utiliser Data Studio. Et dans Data Studio, ce dont on se rend compte, c'est que, hop là, je change juste, c'est que c'est pas hyper parlant. Ce qui est hyper parlant en fait ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est que souvent, ce sera Éric Zemmour en fait qui va être le pic. Pourquoi ? Parce que peut-être il est la curiosité. C'est le mec qu'on ne voyait pas arriver. Les autres sont plutôt des personnages politiques établis. Et pas forcément. Parce que par exemple ici, c'est plutôt Valérie Pécresse en fait qui est plus en top des recherches. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement médiatique, vous pourrez essayer chez vous, je vous partagerai les requêtes. À chaque fois qu'il y a un événement médiatique sur une personnalité publique, on va se rendre compte qu'il y a un pic par rapport à ce que les gens vont chercher. Il y a des choses qui seront un peu plus intéressantes, qui seraient rigolotes en fait à regarder. J'avais ici les tendances en fait des différents programmes de télé-réalité. J'ai pas mes groupies ici à disposition, mais les filles de l'agence adorent ces programmes et régulièrement j'en entends parler, etc. Et donc je me suis dit tiens, est-ce que c'est juste elle, est-ce que c'est une tendance globale et surtout qui cherche? Tu te désolidarises. Et donc je vais faire la même chose, j'ai créé le dashboard, je regarde les nombres de vues et étonnamment il y a des programmes en fait qui décollent jamais. Il y a des programmes comme, alors hop, je suis un peu daltonien, donc tout ce qui est L'amour est dans le pré, Marié au premier regard, en fait les programmes de la 6, ça marche pas trop en fait sur les recherches. Alors est-ce que ça marche pas trop en termes d'audience? Il faudrait comparer avec d'autres choses. Par contre, à part Top Chef qui sort du lot, The Voice, Danse avec les stars, ça marche vraiment mieux en fait. Donc est-ce que les gens préfèrent ce genre de spectacle aux spectacles qui mettent en scène des agriculteurs avec de jeunes et jolies jeunes femmes? Je ne sais pas. Mais avec BigQuery, on est capable du coup d'identifier ce genre de comportement. Voilà pour la démonstration. On a vu que ça fonctionnait. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre comment ça fonctionne derrière pour tirer pleinement parti en fait de l'outil. BigQuery, en fait, ça va être une solution qui est une multi-solution. Donc nous, ce qu'on voit, c'est BigQuery, mais derrière, il se passe pas mal de choses. D'abord, BigQuery, c'est une solution de stockage, donc c'est la partie à gauche, et une solution de compute à droite qui vont interagir les deux entre elles. D'abord, la solution de stockage, c'est Colossus. Colossus, c'est le système global de Google de stockage. Que vous utilisiez Gmail, que vous utilisiez YouTube, que vous utilisiez BigQuery, vos données vont se retrouver sur Colossus à un moment donné. L'intérêt de la solution, c'est qu'elle est sécurisée par Google, qu'elle est hautement scalable, qu'il y a de la réplication entre les différentes zones, donc aux États-Unis, en Europe, etc. Que l'outil est pensé performance, ça ne gère que le stockage, donc ça le gère bien. Et l'intérêt de la solution par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une durabilité très forte en fait de ce que vous allez y stocker. Donc là, on a 99,19, ça peut paraître un peu
utopiste. Mais l'idée en fait derrière ce chiffre, c'est que si on stocke demain, enfin, aujourd'hui même, 100 milliards de fichiers pendant 100 ans, on ne devrait en perdre aucun. Donc vous voyez la qualité en fait de la couche support de Colossus. Le petit plus en plus, c'est que tout ce qui est maintenance, mise à jour de la solution, c'est pensé par Google, c'est appliqué par Google et c'est complètement transparent pour vous. Donc demain, Google réinvente Colossus, vous bénéficiez de toutes les avancées en fait de Google. Donc Colossus, c'est bien, c'est la couche de stockage, c'est l'équivalent de votre disque dur. Derrière, on va utiliser un type de fichier spécifique qu'on appelle capacitor. Et capacitor, en fait, va changer un petit peu le paradigme du stockage. On va passer d'un stockage plat, ce qu'on fait sur nos bases de données relationnelles traditionnellement, à un stockage colonne. Pour schématiser, on va prendre une table et on va dire que chacune des colonnes est en fait un fichier sur le disque dur, donc un fichier sur Colossus. Capacitor va aussi gérer toute la partie metadata, cache, buffering et aussi la partie chiffrement en fait, de vos données. Donc, ce qui est hyper important quand on donne des données à un cloud provider, c'est de s'assurer qu'elles sont chiffrées. C'est Capacitor qui va faire ça. Une fois que j'ai mes données qui sont stockées de manière pérenne et en plus optimisées, comment j'ai accès à ces données? On va utiliser une troisième solution qui s'appelle Dremel. Et Dremel, en fait, c'est juste le moteur de requêtage de BigQuery. Donc, c'est juste la partie qui va transformer votre requête SQL en un plan d'exécution qui va définir différentes tâches qu'on appelle des stages. Et à partir de ces stages, on va réaliser en fait un traitement qui va être parallélisé et qui va être fait par Google. Avec Dremel, on ne va pas parler de ressources type CPU. Vous vous souvenez, c'est serverless, donc on ne parle pas de CPU, on ne parle pas de RAM, on ne parle pas de tout ça. On va juste parler en fait de ressources qui sont à notre disposition. L'intérêt aussi de Dremel, c'est qu'on va pouvoir adresser d'autres types de fichiers qu'on trouvera sur Storage, par exemple, qu'on trouvera sur Google Sheet ou qu'on trouvera sur nos bases de données relationnelles. Donc si vous avez un MySQL qui est hébergé quelque part, vous pouvez utiliser Dremel pour interagir avec lui. Et pour faire le lien entre tout ça, il nous reste un point important, c'est Jupyter. Jupyter, c'est le réseau de Google, c'est un réseau propriétaire. 1 pétabyte par seconde en bisection par définition, ça correspond à peu près à 100 000 machines qui discutent entre elles à 10 gigabits seconde. C'est quelque chose de plutôt correct comme architecture. C'est un réseau qui est propriétaire, donc c'est Google qui va déployer en fait ce réseau, qui va le maintenir. Donc encore une fois, pour vous, c'est complètement transparent. Et sur chacun des produits Google, beaucoup en tout cas de produits Google Data, on va avoir cette séparation entre le compute et le stockage qui est assurée en fait par le réseau. Donc pour résumer, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Du stockage, du compute, donc Colossus, Dremel, au milieu Jupyter et Capacitor qui permet d'adresser en fait les besoins entre les deux. C'est parfait, on a tout vu, mais on n'a pas tout vu. Il vous reste encore pas mal de choses à apprendre quand on parle de BigQuery et au-delà en fait de l'outil et de savoir comment il fonctionne, il faut savoir le maîtriser. Quand je suis en mission, la plupart du temps, quand je commence à travailler avec GCP, quand je commence à mettre du BigQuery, on me dit en fait c'est simple, je sais pas pourquoi je te paye, enfin voilà, bref. Et en fait c'est vrai que c'est simple, mais c'est pas si simple. C'est simple parce que c'est du SQL, c'est la norme ANSI 2011, donc c'est ce que vous faites tous les jours sur vos autres bases de données, c'est vraiment la norme telle quelle. Il y a quelques fonctionnalités un peu avancées pour les extensions de géolocalisation, etc., mais ça reste assez simple d'accès. En termes d'organisation, on l'a vu dans la démo, hein, c'est assez simple aussi. J'ai un projet, un dataset, des requêtes, des tables, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est la partie simple. Par contre, derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Derrière, ce que va faire BigQuery, c'est qu'il va créer en fait un arbre de décision. Il va dire, bah voilà, ta requête SQL, je vais la transformer en ça, et je vais paralléliser en fait le traitement sur différentes unités de calcul. Donc ça, c'est complètement transparent aussi pour vous, mais il faut quand même comprendre comment ça fonctionne. Il y a des concepts aussi un peu plus avancés, comme les Authorized Views, qui vont vous permettre en fait, d'exposer des vues. Et ces vues en fait, vont offusquer les données qui se trouvent dans les tables. Donc vous allez partager des Authorized Views à des utilisateurs, à des groupes d'utilisateurs, mais ces utilisateurs ne vont pas avoir les données vraiment qui se trouvent derrière cette vue. J'entends aussi que BigQuery, c'est une autre base de données. Et ce n'est pas vrai. BigQuery, c'est bien plus que ça, c'est un data warehouse. On ne va pas parler de ressources, je l'ai dit, on va parler uniquement de slots. Les slots, c'est des unités de calcul utilisées par BigQuery. On ne sait pas vraiment ce que c'est un peu une donnée magique. On sait juste qu'on en a un certain nombre à disposition et qu'on va pouvoir les utiliser pour exécuter nos traitements. Ce qui est important avec ces slots, c'est qu'ils sont limités. Et donc, c'est important de monitorer l'usage que vous en faites. Et donc, c'est le genre de dashboard ici qu'on va pouvoir créer pour suivre justement la consommation des slots, mais aussi votre consommation en termes d'argent, combien me coûte en fait la solution, qui fait quoi, etc. Ça va être vraiment intéressant. Et BigQuery, ce n'est pas non plus une autre base SQL parce que toutes les opérations DML qu'on peut faire ailleurs, elles sont assez, alors c'est pas complexe, mais en tout cas elles sont assez limitées sur BigQuery, et donc il va falloir y réfléchir à 2 fois avant de faire des merges. Ce sera plutôt intéressant de faire des inserts et de faire de la duplication après.
La plus grosse différence entre BigQuery et une autre solution, c'est l'approche en fait du schéma. Dans vos bases de données relationnelles, vous matérialisez vos tables par quelque chose de logique. Vous avez des tables clients, des tables utilisateurs, vous avez des tables ventes. Avec BigQuery, on va penser plutôt des normalisations, on va construire quelque chose de beaucoup plus flat, beaucoup plus plat. Et donc, de base, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est créer des tables ici, utilisateurs avec des adresses. On fera le lien par des tables pivots avec les différents ID, ou alors on embarquera l'ID d'une table dans une autre et on fera des joins, etc. Ça marche bien dans beaucoup de use cases. Quand on va commencer à travailler avec des tables de quelques téras, voire quelques pétas, ces joins en fait vont être très très coûteux en termes de ressources et du coup en termes de processing et donc en euros. Et nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas payer beaucoup d'argent. Donc on va plutôt partir sur une approche dénormalisation. La dénormalisation, en fait, c'est le fait de prendre toutes nos tables, de les réagréger sous une forme beaucoup plus logique et d'adresser en fait juste par un select. En fait, ce qu'on veut, c'est éviter de faire des joins. Et donc là, quand je veux récupérer par exemple mon utilisateur 1, 2, 3 et toutes les adresses relatives à mon utilisateur 1, 2, 3, naturellement, dans le stockage, les données sont déjà ensemble, je n'ai pas besoin de faire d'agrégation, je n'ai rien besoin de faire. Je fais que de la lecture, ça me coûte quasiment rien. Un autre point qui revient régulièrement, c'est que BigQuery, pour l'optimiser, il n'y a pas d'index, du coup, comment on fait? BigQuery, c'est une solution qui est complètement managée et qui, du coup, nous libère de toutes les opérations DBA qu'on peut avoir à faire d'habitude. Tout ce qui est optimisation d'un cluster et tout ça, enfin, on n'en pense pas à ces serverless, donc on a juste à utiliser la solution. Par contre, il va falloir qu'on considère quelques points pour avoir des performances optimales. La première chose à considérer, c'est le partitionnement. Le partitionnement, en fait, c'est une manière d'influer sur le stockage de BigQuery. Donc, quand vous allez créer une table, vous allez partitionner par une colonne. Cette colonne, c'est soit la date d'ingestion, soit une colonne de type date, soit une colonne de type entier. Et ce qui va se passer derrière, c'est qu'à la place d'avoir une seule colonne stockée, vous allez avoir X petites colonnes qui vont être stockées dans votre couche. Mais quand vous allez adresser, par exemple, les ventes de vos utilisateurs pour la semaine dernière, vous n'allez pas lire toute la table des utilisateurs, vous allez juste lire la table de la semaine dernière. Et donc, vous allez lire moins de données, du coup, ça ira plus vite, du coup, ça coûtera moins cher. On va pouvoir aussi évaluer le clustering. Le clustering, ça travaille aussi sur les fichiers, mais on va essayer de colocaliser en fait des données qui sont identiques. Un exemple assez parlant, c'est là j'ai voulu récupérer les ventes de mes utilisateurs, enfin les achats de mes utilisateurs, donc mes ventes. Si je veux récupérer toutes les ventes de la semaine dernière pour les magasins de Lille, je vais faire mon select étoile et comme j'ai le partitionnement, je vais récupérer que les données en fait de la semaine dernière. Par contre, je vais récupérer les données de Lille, de Bordeaux, de Lyon, de Paris, enfin ça commence à faire beaucoup de données. Moi, je veux juste les données de Lille. Avec le clustering, en fait, on va pouvoir colocaliser les données, donc toutes les données de Lille vont se retrouver à peu près ensemble. Et quand je vais faire ma requête, BigQuery va ne lire que les données où il sait qu'elles se trouvent. Et donc, on va encore optimiser en fait le moteur. La dernière façon d'optimiser le moteur, c'est de regarder en fait ce que fait le moteur. Donc, quand vous avez un problème avec votre voiture, vous voulez tout sauter un petit peu, vous allez chez le garagiste, vous regardez ce qui se passe sous le capot, là c'est un peu l'idée. Et donc en fait, on va pouvoir regarder le plan d'exécution. Vous l'avez très simplement quand vous exécutez une requête. Derrière ici, vous avez le execution detail et vous voyez ce qui est fait par BigQuery. Et donc là, on voit que moi j'ai fait une phase d'input, j'ai fait une phase d'output. Effectivement, j'ai fait que de la lecture, donc j'ai pas d'étape de transformation. Mais c'est à cet endroit-là en fait que vous allez pouvoir comprendre ce que fait le moteur. BigQuery, c'est pour les grosses données, les big data. Alors il y a un débat d'abord, c'est qu'est-ce qu'une grosse data, à partir de quand on parle de grosses données, à partir de quand on est dans cet écosystème, est-ce que c'est quelques téras, est-ce que quelques pétas? C'est pas le but du sujet ici. En tout cas, oui, BigQuery c'est un produit dans l'écosystème Big Data et on va pouvoir l'utiliser tel quel. Souvenez-vous de la définition qu'on a vue dans la troisième slide. Par contre, BigQuery, on va pouvoir l'utiliser aussi pour des tables avec quelques centaines, quelques milliers de lignes, ça fonctionnera pareil. Si on fait encore une comparaison, ce soir j'ai envie de m'amuser, c'est comme si vous aviez une voiture de 500 chevaux et que vous allez à la boulangerie le dimanche matin. C'est exactement pareil. C'est un peu trop, mais ça marche. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on va aussi pouvoir adresser d'autres types de fichiers que Colossus. Et donc on va pouvoir par exemple commencer à faire du lift and shift et commencer à utiliser BigQuery avec des données qui seraient par exemple dans des spreadsheets ou dans des fichiers plats sur storage ou ailleurs. Là on passe au cœur du problème. BigQuery c'est cher. Ouais, c'est cher. C'est cher, mais pas forcément en fait. Si on comprend comment fonctionne le modèle de pricing, on peut arriver à optimiser le coût de la solution. On a vu, il y a deux solutions. Il y a la solution de stockage, il y a la solution de processing. Et bien, il y a deux coûts aussi. Il y a un coût pour le stockage. Par défaut, c'est l'active storage. C'est en mégas par seconde. Donc, c'est à peu près le coût de ce que vous avez sur Cloud Storage. Donc, c'est pas excessif. L'intérêt d'utiliser aussi du stockage long, c'est qu'au bout de 90 jours sur votre table ou sur votre partition, vous allez avoir un prix dégressif de 50%. Donc à la place de payer 1, vous payez 0,50. Donc c'est quand même intéressant et c'est complètement gratuit pour vous tant que vos données ne changent pas. Ça c'est la partie simple stockage.
La partie processing, c'est un peu plus complexe. Par défaut, quand vous créez un projet, vous êtes sur un mode on-demand. Vous avez 2000 slots à disposition, donc 2000 unités de calcul. Et là, vous êtes facturé à la consommation que vous faites. Donc tout à l'heure, dans la requête, ici, je travaillais sur 11 Tera. Donc quand j'ai créé la table, plutôt celle d'avant, j'avais 2 Tera. Donc c'est $5 par Tera, j'avais 2 Tera 5. Ça m'a coûté, ce sujet m'a coûté $2,5 à peu près. C'est assez simple à comprendre, mais il faut connaître notre façon de consommer. Et donc il faut monitorer notre façon de consommer. Ça nous évitera d'avoir des factures à quelques milliers d'euros ou de dollars. Donc c'est pratique pour démarrer, et quand on va avoir quelque chose d'à peu près consistant, qu'on va savoir comment on utilise BigQuery, comment on l'utilise dans notre organisation, on va pouvoir passer sur l'autre mode de pricing. L'autre mode s'appelle le flat rate, et là dans ce mode on est plus engagé. On va s'engager auprès de Google, on va dire voilà, je vais prendre 500 slots, ça me coûte $10,000, mais ces 500 slots me sont alloués, ça me coûtera toujours $10,000. Donc si j'en veux 1000, ça me coûtera $20,000, vous avez compris, je ferai la multiplication. Là ça va être hyper intéressant parce que la capacité de calcul elle m'est toujours allouée. Je vais pouvoir séparer ces slots entre mes différents utilisateurs, mes différents projets. Et en plus, je vais pouvoir me projeter en fait, sur l'année sur la consommation que je vais avoir de BigQuery. Il y a quelques tips quand même pour optimiser le pricing. C'est que d'abord, on va éviter le select étoile. Je vous ai dit, on est facturé à la donnée qui est traitée, qui est processed. Et du coup, au plus je vais limiter le nombre de colonnes que je lis, au moins je vais faire de processing et donc au moins ça me coûtera d'argent. Donc on va éviter le select étoile pour limiter justement le coût. Deuxième petite astuce que je peux vous donner, c'est qu'en fait, il y a un cache invisible dans BigQuery. Ici, on avait exécuté tout à l'heure la requête pour les différents shows télé. Ça m'avait pris, en termes d'exécution, un peu plus d'1 seconde et 52 secondes de vraiment temps machine. Si je réexécute cette même requête maintenant tout de suite, en fait, elle ne me coûte plus rien. Parce qu'il y a un système de cache, tant que vos données n'ont pas changé, tant que la requête n'a pas changé. Quand je dis la requête, c'est vraiment la chaîne de caractères. Vous rajoutez un espace, c'est fini, c'est plus la même requête. Mais tant que ça n'a pas changé, vous avez un système de cache qui est disponible pendant à peu près 24 heures. Donc ça aussi, utilisez-le, essayez de... Alors c'est pas garanti, mais en tout cas, essayez de l'utiliser. Évitez le limite ne limite que l'output. Sur certaines tables, sur certaines bases plutôt, le limite va limiter le nombre de données qu'on va adresser. Ici, c'est pas vrai. Sur BigQuery, on va adresser tout et à la fin, on limitera juste ce qui est retourné. Donc évitez le limite ou en tout cas, utilisez-le en connaissance de cause. Connaissez aussi le SQL et ce que fait le SQL que vous écrivez. Avec BigQuery, on va essayer d'utiliser le plus souvent des closed-where pour limiter en fait les interactions et le jeu de données. On va faire le order by à la fin pour avoir du shuffling de données, la migration de données entre les slots avec le plus petit jeu de données possible. Et on va avoir comme ça quelques petites mécaniques en fait à avoir en tête. Et enfin, user et abuser du partitionnement et du clustering, c'est des choses qui sont gratuites qui vont vous permettre d'optimiser aussi vos requêtes. Dernier point, il n'y a pas de limite avec BigQuery. C'est quasi vrai en fait. Vu qu'on a la puissance du cloud, c'est virtuellement illimité et la seule limite en fait c'est la couleur de votre carte bleue. Donc virtuellement, oui, vous pourriez aller jusqu'à l'infini. Dans les faits, ça marche pas trop parce que vous avez vu, il y a 2000 slots qui sont partagés ou alors à un moment donné, 500 slots c'est $10,000, à un moment donné ça coûte quand même assez cher et vos slots vont être partagés en fait. Partagés dans votre organisation mais aussi partagés dans les ressources de Google, dans les data centers de Google, les ressources ne sont pas illimitées. Donc il y a un certain nombre de quotas qui sont mis en place aussi par Google qui vont vous éviter de surcharger en fait une zone et d'avoir un impact négatif par rapport aux autres clients. Par exemple, on peut faire de l'ingestion en stream dans BigQuery et on va être limité à 100 000 lignes par table en ingestion. Par seconde, pardon, il manquait une unité. On va avoir les opérations DML, on peut faire que 2 opérations de mutation en parallèle. Il y a plusieurs limites comme ça qu'on va pouvoir, qui vont s'imposer à nous, qu'on peut challenger, mais en tout cas c'est bien de savoir que c'est pas infini. J'en ai fini et vous vous demandez peut-être c'est quoi la suite. La suite, je vous ai listé quelques petits trucs à creuser. J'ai omis de parler de Data Transfer Service. Donc j'ai dit qu'on ramenait de la donnée dans BigQuery, je ne vous ai pas dit comment on faisait. Avec Data Transfer Service, on va pouvoir avoir une solution automatisée par GCP qui va vous permettre de ramener de la donnée des solutions GCP, mais aussi des solutions qui sont en dehors de GCP, des autres cloud providers, des services tiers, etc. On va pouvoir aussi utiliser BI Engine. BI Engine, ça va être un pseudo-cache au-dessus de vos requêtes. Donc quand vous avez des solutions de data viz qui sont un petit peu lentes, évaluez aussi cette solution, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite en fait pour servir de la donnée à vos utilisateurs. BigQuery, c'est aussi un outil qui va être pensé déjà pour le futur. Dans BigQuery, en SQL, on est capable de créer des modèles de machine learning avec ce qu'on appelle BigQuery ML, vous l'aurez deviné. Et donc, directement en SQL, je vais pouvoir en fait créer un modèle, l'évaluer, le mettre en production et faire de l'inférence directement pour mes utilisateurs. On va pouvoir utiliser Omni aussi, j'en ai parlé pour les use cases multi-cloud. Et si BigQuery ne vous a pas convaincu ce soir, vous pouvez aussi utiliser Dataflow. Dataflow a une possibilité SQL, donc Dataflow c'est un équivalent, c'est un runner pour Apache Beam qui est un équivalent de Spark. Vous allez pouvoir écrire du SQL et l'avantage par rapport à BigQuery, c'est que vous allez pouvoir écrire du SQL qui va consommer aussi
de la donnée en stream. Donc vous allez pouvoir vous interfacer avec Cloud Storage, avec BigQuery et avec PubSub. Voilà. Est-ce qu'on a encore du temps pour les questions ou on le fait tout à l'heure? On a du temps? Si vous avez des questions. Alors moi j'ai une question, c'est en termes de performance par rapport à d'autres outils. Donc moi j'utilise plutôt Apache Spark. Ouais. Donc je sais pas si tu as des éléments de comparaison, ou peut-être par rapport à d'autres outils orientés cloud. J'imagine que Amazon, etc. doivent avoir leur équivalent. Comment ça se place? Alors, ce n'est pas les mêmes produits. Spark, ça va te permettre de faire le processing de la donnée. On ne parle pas du stockage dans Spark. Enfin, il y a des couches de stockage, mais ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas du stockage pérenne. Et en plus, tu as un gros facteur d'apprentissage. Je suppose que tu le fais en Python ou en Java ou en Scala. Là, c'est que du SQL. Tu peux le donner à quasiment tout le monde et c'est assez simple. BigQuery, par définition, c'est un data warehouse. Aujourd'hui, en fait, on va aussi l'évaluer dans d'autres types d'architecture. Et on va parler par exemple de data mesh. Aujourd'hui, on va parler de lakehouse. On va vouloir exposer de la donnée et la consommer a posteriori. Avec Spark, ça va être un peu plus compliqué. Avec BigQuery, tu vas pouvoir exposer des vues très facilement et faire l'agrégation en fait. Tu as aussi Spark, tu as besoin d'un cluster pour exécuter. Sur GCP, tu as Dataproc. Sur AWS, ce sera EMR ou Glue. Là, ici, c'est magique. Tu l'utilises, tu vois, ici je l'utilise dans la console, mais tu peux le scripter avec du Terraform. Tu vas pouvoir créer tes vues de manière automatisée. C'est pas du tout le même créneau de travail. Et comme je l'ai dit au tout début, on va avoir besoin de temps en temps d'avoir justement des briques un peu plus complexes comme Spark. Si j'ai de la donnée à plusieurs endroits, BigQuery va arriver à des limites à un certain moment. Si j'ai du stream, BigQuery va arriver à des limites. Donc c'est complémentaire en fait, c'est pas antinomique. Je trouve que c'est intéressant le fait de du coup, on va préférer stocker des plus grandes tables plutôt que des plus petites et pas faire de join. Mais si c'est du coup bon, c'est fait pour le big data, mais si on a des plus petites données, est-ce que c'est toujours intéressant de faire cette grande table? Non, parce qu'en fait, tu vas rajouter de la complexité dans la manière. Tu vois, là, on avait un array en fait pour les adresses. Et donc, lire des arrays dans une requête, c'est un peu casse-pied. Donc, sur les petites tables, quand tu as quelques gigas, j'ai envie de te dire, vas-y, continue à faire des joins, ça marchera. Tu vas pas impacter les performances. C'est vraiment à un moment donné, tu vas sentir en fait dans tes données, tu vas regarder le plan d'exécution et tu vas dire, ah, il y a un problème, ça prend beaucoup trop de temps. La barre, il y a des petites barres. Bon, là, on ne le voit plus. Quand les petites barres, elles sont plus sur la partie lecture ou écriture, c'est que tu as un souci. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un data skew, il y a un blocage en fait sur tes données. Et donc il faut peut-être repenser ton schéma. Mais ça, c'est avec l'expérience, avec l'usage. Et il n'y a pas d'indicateur de se dire, bah voilà, à partir de 500 gigs, il faut dénormaliser ou il faut normaliser. Ça va vraiment être dans ton utilisation. Bon, on va pouvoir applaudir cette présentation. Merci. Ok. Alors du coup, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'un projet, un projet perso où je me suis amusé à détecter des cartes à jouer par Deep Learning. Donc avant tout, je vais faire une petite présentation sur moi-même. Donc je m'appelle Thibaut Jourdan, je suis ingénieur Polytech 2017 et du coup je suis data scientist dans la vie et je suis passionné par tout ce qui est jeu de stratégie, donc jeux de cartes, jeux de société et également jeux vidéo. Donc l'objectif de cette présentation, c'est on va avoir une image sur la gauche avec des cartes, prises avec un smartphone, une webcam, n'importe quoi. Et derrière, on va avoir plusieurs algorithmes qui vont détecter où se trouvent les cartes dans l'image et de quelle carte il s'agit précisément. Donc je vais d'abord un peu vous parler de ce domaine métier, on va dire, que je pense il n'y a pas forcément beaucoup d'experts dans tout ce qui est jeu de cartes, pour que vous compreniez un petit peu les enjeux, les problématiques, ce qui va être intéressant de faire ou pas. Ensuite, on va parler de la détection de l'image, de la carte dans l'image, ensuite identifier de quelle carte il s'agit. Ensuite, je vous détaillerai un peu la pipeline en entier, comment ça se comporte si on veut passer le modèle en production, faire de la prédiction, etc. Et enfin, je ferai une petite ouverture sur ce qu'on peut faire à partir de ce projet, quelle technologie on peut imaginer. Donc métier use case, du coup, comprendre ce que vous avez acheté à votre neveu pour Noël. Donc de quel type de carte on va parler? On va pas parler de jeux de tarot ou autre, on va parler de jeux de cartes TCG. Donc là, les plus connus, ça va être Magic, Yu-Gi-Oh! C'est des jeux en fait qui se jouent en 1 contre 1. Et où en fait il y a 2 étapes. La première étape, c'est que chaque joueur va devoir choisir parmi plus de 10 000 cartes pour créer son petit paquet de cartes. Et ensuite les 2 joueurs vont s'affronter en 1 contre 1. Donc la partie sélection des cartes, va y avoir toute une
notion d'achat sur des sites type Amazon, échange, etc. Puis derrière, aller à des tournois pour affronter d'autres personnes. Quelques petites particularités, donc la population que nous on va viser, c'est plutôt les geeks de 18-35 ans qui vont jouer à ce genre de jeu, avec des tournois nationaux et internationaux à plus de 1500 joueurs. Hein. Là avec le Covid ça a été un peu compliqué, mais il y a des tournois qui reprennent aux États-Unis avec plus de 2000 joueurs qui viennent. Ces jeux de cartes sont quand même assez complexes. Il y a une étude qui a montré que Magic était Turing complète, donc ça veut dire qu'on peut en faire un langage de programmation si on voulait, juste avec le jeu et les cartes. En jouant, on pourrait effectuer des opérations type langage de programmation. Et c'est des bouts de carton qui valent assez cher, un peu comme les NFT maintenant, où on ne comprend pas trop pourquoi ça prend autant de valeur. Là, typiquement, vous avez un Dracofeu de Pokémon qui s'est vendu à 200 000 $, et ça arrive régulièrement qu'il y ait des cartes qui valent plusieurs milliers d'euros. Notamment, après, au quotidien, il y a quand même des cartes qui arrivent régulièrement à 50-100 euros pour les passionnés, les tournois. Là, les cartes à 200 000 $, c'est plutôt des milieux du collectionneur, vraiment des milieux de niche. Et au niveau des use cases, donc pourquoi c'est intéressant de détecter ces cartes? Donc il y en a deux. Il y a toute une partie donc achat-vente en ligne avec des personnes qui vendent des lots. Donc idéalement, généralement, c'est donné par une photo, donc ça permettrait d'identifier toutes les cartes et de calculer le prix automatiquement en allant requêter les API de eBay, des Amazon-like, etc. Donc ça c'est le premier use case, plutôt de la vente. Et le deuxième use case, c'est assez particulier. Avec le Covid, donc impossible pour les joueurs de faire des tournois en vrai, de jouer, etc. Donc toute personne censée se dirait, bon bah, ils vont jouer en ligne via un logiciel, une appli, quelque chose. Non, ce qui a été fait, ça a été fait des remote duels. Donc on filme son côté du terrain avec sa webcam et on peut jouer avec un Australien à l'autre bout du monde, etc. qui fait pareil. Et on joue vraiment à distance via webcam et via vocal. Et souvent, le problème de ces formats-là, c'est que la caméra n'est pas forcément de super qualité, c'est compliqué de lire la carte de l'autre, de voir précisément laquelle c'est. Idem pour tout ce qui est vidéo YouTube, stream qui sont partagés. Et du coup, là, l'idée, ce serait d'avoir un algorithme qui automatiquement détecte quelle carte vient d'être jouée, quelle carte apparaît à l'écran, peut-être même proposer d'acheter la carte, mettre un lien vers un site pour la vendre, ou alors juste d'afficher la description en clair sans avoir la mauvaise qualité de la webcam de l'utilisateur. Au niveau du challenge, donc il y a le jeu auquel on va s'intéresser, il y a plus de 10 000 cartes différentes. Il y a plusieurs cartes sur une même photo. Il y a des nouvelles cartes qui apparaissent tous les mois. Donc régulièrement, il faut rajouter des cartes dans la base. Moi, à ma disposition, j'avais qu'un petit PC portable et j'avais pas forcément de compétences en termes de cloud pour utiliser autre chose. Donc pour entraîner mon algorithme, j'ai dû me baser sur ce PC. Et il n'y a pas bien sûr de jeux de données labellisés, vous vous en doutez, hein, c'est un peu un secteur de niche, donc pas beaucoup de données à disposition. Alors, première étape, ça a été détecter la carte sur l'image, déjà identifier où sont les cartes, pour ensuite arriver à les identifier. Donc, première étape déjà, c'est vraiment dessiner des carrés autour de chacune des cartes. Donc comme je vous le disais, les images sont diverses, les cartes vont être parfois un peu tournées, un peu de côté, parfois ce sera une carte en gros plan, parfois plein de petites, parfois il y a du flash, etc., d'autres bruits. Donc assez pas mal de contraintes et surtout différents modèles d'acquisition de l'image. C'est-à-dire que ça peut être via une webcam, via un smartphone de différentes qualités. Donc on n'est pas toujours garanti qu'il y ait une super qualité dans cette image. Donc pour ce genre de problème, les personnes qui s'y connaissent un peu en image, généralement il y a deux grosses approches. Ça va être la détection via contour en utilisant des librairies type OpenCV. Donc ça, on le fait depuis des dizaines d'années. Hein. C'est assez classique, c'est même le tutoriel de OpenCV de détecter des carrés sur une image. Et deuxième option, ce serait de faire du deep learning pour essayer d'identifier où sont les cartes, avoir des modèles entraînés. Mais moi, comme première approche, je me dis le deep learning, ça semble un peu bourrin, un peu overkill pour ça. En plus, j'ai pas de données à disposition, je vais plutôt me baser sur OpenCV et faire ces tests. Donc j'ai utilisé la méthode de détection de contour Cani. Donc vous voyez sur la droite l'image en noir et blanc, on a réussi à détecter un peu des contours où du coup on arrive à peu près à identifier des cartes. Et derrière, donc j'avais réussi à bien détecter sur une image, mais j'ai changé d'image et ça marchait plus du tout. C'était vraiment ça marchait très moyennement, donc j'ai essayé de reparamétrer un peu l'algorithme, changer, et du coup ça marchait mieux sur l'autre image, mais ça marchait plus sur la première, et c'était un jeu sans fin. Donc j'ai passé pas mal de temps dessus à essayer de traiter,
Et au final, j'ai échangé avec des collègues, des amis, et on m'a dit, bah, en vrai, teste le deep learning, ce sera quand même, ça te donnera des meilleurs résultats, surtout si tu as des images très différentes. Donc, j'ai décidé d'abandonner cette partie-là, et je suis passé plutôt au deep learning. Pour avoir des données, bah, vu que j'en avais pas de labellisées, j'ai dû les générer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré des fonds sur des banques d'images. J'ai récupéré les cartes qui étaient disponibles via une API, donc l'image haute résolution de toutes de mes 10 000 cartes. Et ensuite, j'ai fait un petit script pour coller ces cartes sur les différentes images. Donc on le voit sur la droite. J'ai du coup une image, j'en avais un peu plus d'une centaine d'images de fond, où je viens du coup rajouter un peu de bruit, un peu des effets, etc. et coller mes cartes. Et du coup, vu que c'est moi qui ai généré l'image, je sais tout de suite où se trouvent mes cartes. J'ai ma vérité, je sais ce que je veux trouver. Vu que c'est moi qui l'ai collé, je vois directement, bah, il y a une image, il y a une carte là et une carte un peu plus haut. Donc ça y est, j'ai mes données qui sont labellisées. Je vais du coup pouvoir entraîner un modèle de deep learning. Donc le deep learning, pour faire très simple, ça va être des modèles qu'on va appeler réseaux de neurones, où il va y avoir du coup une suite d'opérations mathématiques. On lui donne l'entrée, on lui donne la sortie. Et en fait, il va trouver un peu tout seul les opérations mathématiques qu'il doit faire pour réussir à transformer l'image que j'ai à gauche en l'image que j'ai à droite. Sachant que c'est moi qui lui ai fourni l'image de gauche, l'image de droite. Donc il va apprendre comme ça, il va itérer au fur et à mesure et changer les opérations mathématiques qu'il fait pour arriver à effectuer cette transformation. Donc j'ai utilisé un modèle de type UNet, j'ai fait de la segmentation pour ceux qui connaissent. Et ça nécessite quand même du coup beaucoup d'exemples. Donc moi j'ai généré beaucoup d'images, j'avais plus de 10 000 cartes, plus de 100 fonds, et j'ai appliqué plein de transformations diverses et variées pour avoir un algorithme qui arrive à apprendre. Donc au niveau de l'entraînement, j'ai ce que j'avais en haut, et en fait après d'ailleurs je l'ai appliqué sur des photos réelles, sur la prédiction. Donc c'est pas parfait comme je l'avais à l'entraînement, mais ça me donne des assez bons résultats assez rapidement. Donc on voit que l'algorithme arrive quand même à bien détecter la majorité des cartes, en grande partie. Donc ça c'était vraiment mes premiers résultats, sans trop tuner, sans trop changer, etc. Donc moi j'étais assez surpris des bons résultats. Où du coup sur les 8 cartes, il arrivait à m'en détecter 7. Et il y a juste cette carte-là où il y avait un flash, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai testé derrière sur d'autres photos, ça marchait plutôt bien. Donc j'ai rajouté quelques petits filtres, notamment le minimum de la taille de la carte sur l'image, les proportions, il y a toujours l'axe des X de la carte qui va être plus petit que l'axe des Y, ce genre de choses. Mais vraiment par rapport à l'effort que j'avais passé sur OpenCV à tuner, le deep learning, j'ai eu des résultats assez bons assez rapidement. Donc une fois que j'ai eu ces premiers niveaux de résultats, je suis passé à la deuxième étape, identifier la carte. Donc de quelle carte il s'agit. Donc ce que je veux en fait, c'est j'ai ma carte à gauche, donc ma carte que j'ai découpée via mon précédent algo, un algo qui reste à déterminer, et que derrière ça me ressorte le nom de la carte, et que ça me dise bah, cette carte elle s'appelle Marmar. Donc je peux pas utiliser la détection de texte parce que souvent le texte est illisible sur la carte depuis les photos, et c'est vraiment sur l'image, l'illustration de la carte qu'on va se baser. Donc mes données à disposition, donc c'est les cartes que j'ai récupérées en haute définition via une API, et également des transformations que j'ai appliquées, type je les ai croppées un petit peu, décalées, j'ai rajouté du flou, ce genre de choses. Mais par contre, j'ai pas de photos réelles sous la main. Donc comment on identifie une carte? Traditionnellement en deep learning, quand on veut identifier une classe, on va faire un CNN multiclasse. C'est ce qui se fait quand on veut détecter une voiture, un chat, un chien sur une photo. On va entraîner un algorithme qui va avoir des exemples de photos de chiens, de photos de chats, et en sortie il va dire ça c'est un chien, ça c'est un chat. Sauf que problème, déjà j'ai plus de 10 000 classes. Des modèles qui arrivent à détecter plus de 10 000 classes, il y en a, mais je me sentais pas capable d'en entraîner un sur ma petite machine, avec du coup pas forcément des grosses performances de puissance de calcul, je peux pas entraîner des très gros modèles, j'étais assez limité. Et ensuite, autre problème, c'est que j'ai des nouvelles cartes tous les mois. Donc si j'applique ce type de modèle, en fait, ils vont être entraînés pour détecter vraiment toutes les cartes qu'il a vues à l'entraînement, mais dès qu'il aura une nouvelle carte, je devrais le réentraîner. Chose qu'on n'a pas quand on cherche à détecter des chiens, des chats, parce que tous les chiens et tous les chats, à chaque fois, ce sera le même exemple. Par contre, si on avait une nouvelle race de chats qui arrive, on serait confronté à ce même problème.
Ça arrive pas tous les jours, donc on peut se le permettre. Mais moi, vu que mon problème, c'est que j'ai des nouvelles cartes tous les mois, il faut absolument que j'ai un modèle qui puisse supporter ça, ou alors je suis obligé de refaire des réentraînements tous les mois. Donc du coup, je me suis tourné vers une autre solution qui s'appelle les réseaux de neurones siamois, qui sont souvent utilisés dans tout ce qui est reconnaissance faciale. Donc en fait, le principe, c'est plutôt que de dire cette photo, c'est Michael Jackson, c'est X, je vais plutôt me dire, bah, il y a une distance entre ces deux photos. Donc là, on voit les deux photos d'une même personne. Quand je les représente avec mon algorithme, eh ben, ils vont être plutôt proches si je cherche à placer un point dans l'espace. Donc c'est comme si je dis, bah, la photo de Michael Jackson, elle est là, sa deuxième photo, elle est là. Par contre, une photo de Robert Pattinson, elle va être là. Et du coup, je pourrais mesurer la distance entre mes images, et si deux images sont proches, je peux dire que c'est la même personne. Comme ça, j'ai besoin juste d'une photo d'une personne pour réussir à l'identifier, et même si j'ai des nouvelles personnes, j'ai pas ce problème qui est rencontré. Donc en fait, ça se concentre vraiment sur ce qu'on appelle l'embedding, donc c'est la représentation de l'image. Et à chaque fois, du coup, dès qu'on a une nouvelle photo, on va comparer avec toute notre base de référence. Donc comment ça marche les réseaux de neurones siamois? En fait, ce qu'on va entraîner, c'est on va entraîner un réseau de neurones, enfin deux réseaux de neurones qui vont être identiques. C'est pour ça qu'on les appelle siamois, parce qu'ils sont tous les deux liés. Et en sortie de ce réseau, on va avoir un vecteur, donc la représentation de notre image, et ensuite on va mesurer la distance entre ces deux vecteurs. Et si la distance est inférieure à un certain seuil, on en déduit que c'est la même chose, sinon on déduit que c'est deux éléments distincts. Ce que je vous ai dit que ça s'entraînait sur deux réseaux, ce qui se fait en pratique, c'est qu'il y en a plutôt trois en fait des réseaux. En gros, l'entraînement, comment il va se passer? On va avoir trois images. Donc l'image de référence, une image qui va être identique à celle de référence, et une image négative qui n'a rien à voir. On va tous les faire passer du coup dans le même réseau. Ils vont avoir du coup tous une représentation un peu différente. Et ensuite, on va calculer le triplet loss. Donc le triplet loss, la loss en deep learning, c'est l'erreur. En fait, si l'erreur est à 0, le modèle est parfait. Si l'erreur est à 1 million, vous avez fait n'importe quoi. Donc comment elle est calculée cette loss, cette erreur? On a la formule mathématique qui fait un peu peur, mais en fait, ça va être juste la distance entre mes deux images qui sont identiques, moins la distance entre mon image de référence et mon image négative, plus une marge qui est généralement fixée à 0,5. Et en fait, si jamais on se rapproche de 0, ça veut dire que la distance entre ces deux images par rapport à ces deux images-là, elle est supérieure à 0,5, donc la marge. Si par contre, je m'en éloigne, ça veut dire que là, il y a une distance élevée, ou là, il y a une distance faible. Et du coup, ça se traduit assez bien, en fait. Ce qu'on veut faire, c'est on veut rapprocher deux images identiques, et par contre, éloigner deux images différentes. On va également aller un peu plus loin dans l'optimisation, l'amélioration de notre modèle. On va faire du online triplet mining. Qu'est-ce que c'est que cette notion? C'est là que je vous ai expliqué qu'on faisait des triplets, du coup, juste avant, avec la référence, une image positive, une image négative. Sauf qu'en fait, dans ma base de 10 000 cartes, des cartes pour celle-là, des cartes qui vont vraiment poser problème, elles vont pas toutes poser problème. Il va y avoir une ou deux cartes, en fait, qui vont être assez compliquées, qui vont être assez similaires, et du coup, mon algorithme va avoir du mal à bien la placer dans son espace de référence. Et du coup, c'est ce qu'on voit là. En fait, mon image de référence, elle est là. Là, j'ai mon image qui est identique. Si j'ai une image qui se situe dans la zone verte, donc qui est plus loin d'une certaine marge de mes autres images, elle va être facile à prédire. Mon modèle, en fait, il a déjà appris comment la dégager. Il a déjà compris, ça sert plus à rien qu'on lui remontre un exemple. Il a compris que cette image était éloignée de celle-là. Si par contre, mon image se trouve à une distance plus loin que mon autre image, mais quand même inférieure par rapport à la marge, bah là c'est une image un peu plus dure. Je la classerai quand même bien, mais elle n'est pas très éloignée non plus. Et enfin, le plus dur, ça va être les cartes qui vont se retrouver entre les deux. En fait, la distance entre cette carte-là et cette carte-là, elle va être plus proche que cette carte-là et cette carte-là. Et ça, en fait, c'est les erreurs de mon modèle. Donc plutôt que de lui donner des triplets aléatoires pour l'entraînement de mon modèle, je vais lui donner en fait que des triplets
où il a du mal, des triplés qui sont compliqués pour lui. Donc je vais justement plutôt lui donner cette carte bleue là qu'on voit, plutôt que lui donner ce chameau qu'il a déjà appris, en fait, qu'il a déjà compris. Donc en optimisant le choix des triplés et les données que je lui donne, ça permet d'améliorer la vitesse à laquelle mon modèle va apprendre. Au final, donc j'ai appliqué ces différents tips et j'arrive à des résultats intermédiaires. Donc je me rends compte que entre mon image originale et mes images générées, j'ai une distance assez faible. Ça marche plutôt bien, je suis assez content. Par contre, quand je lui donne une photo, autre chose, je me retrouve avec une distance élevée. Et rien à faire, et cette photo-là, elle va être même plus proche de cette carte qui n'a rien à voir. Donc j'ai pas mal testé de tuner, de changer des paramètres, etc. Et en fait, j'ai discuté avec des amis, et ce qui est venu, en fait, c'est que c'était au final plutôt logique. Quand on regarde ma photo par rapport à mes images générées, c'est pas la même source d'acquisition, c'est pas du tout, ça vient pas de la même, il y en a qui vient d'un appareil photo, l'autre qui vient d'images générées. Donc c'est quand même si pour nous, à l'œil humain, on arrive à voir des similitudes, pour un algorithme, ce sera pas forcément évident. Donc du coup, j'ai choisi d'appliquer des transformations de normalisation pour rapprocher que de toutes les sources qui viennent, je me retrouve à des sources un peu plus similaires et que j'ai moins cet effet, tiens là c'était une webcam, là c'est un appareil photo, c'est différent. Donc du coup, j'ai passé mes images en noir et blanc et j'ai également normalisé l'histogramme de couleurs, donc c'est une opération qui se fait sur les images, de manière à avoir moins de différence entre une photo et une image générée. Et là, du coup, en appliquant cette transformation, c'est vraiment cette transformation qui a fait un peu le déclic et qui m'a permis d'avoir des très bons résultats. Donc, au final, sur la photo qu'on avait de base, donc il y a effectivement celle-là qui n'est pas détectée, mais à cause du premier algorithme. Toutes les autres en verte, elles sont bien détectées. C'est la première. Donc, je lui demande à chaque fois de trouver parmi la base des 10 000 images. Donc, il identifie à chaque fois en première position ma carte. Il y a juste celle-là où en fait il se trompe et il met une autre carte en première position, mais la bonne carte se trouve en deuxième position. Donc je me dis bon, on est quand même pas trop loin du résultat. On a quand même 6 sur 8 qui sont bien détectés avec une petite perte là. Du coup, j'ai testé également sur des nouvelles cartes, des cartes que l'algo n'avait jamais vues, qui n'étaient même pas sorties à l'époque où j'avais entraîné le modèle. Et là, du coup, je me retrouve bon sur 4 cartes sur 6, et les 2 autres cartes là, un peu plus loin, donc en 8e position et en 3e position pour celle-là. Donc si je récapitule et que je prends un peu la pipeline complète, donc je vais télécharger mes cartes, je vais les stocker dans une base type base SQL ou n'importe quoi. Ensuite, je vais utiliser mes données et mon réseau de neurones siamois pour entraîner mon modèle, en faisant de la transformation sur mes images, de la génération de données. Du coup, j'obtiens un modèle entraîné. Ensuite, toutes mes images que j'avais dans ma base, je vais les vectoriser pour avoir mes vecteurs stockés dans une base. Et d'ailleurs, si je télécharge des nouvelles cartes, j'aurai juste à les télécharger et ensuite à les vectoriser directement pour les stocker dans ma base. Donc, j'aurai même pas à réentraîner le modèle. Ensuite, si je reçois une photo, donc j'ai ma photo, je la fais passer dans mon premier algorithme pour découper les cartes où elles se trouvent. Donc il y a le marmar qui va être identifié là. Ensuite, je vectorise du coup cette dernière photo et j'obtiens un vecteur. Et ensuite, ce vecteur-là, je vais comparer à tous mes vecteurs qui sont déjà stockés dans ma base. Et du coup, j'obtiens un score, un classement pour toutes les cartes avec une distance. Celle-là, elle se trouve à une distance de temps de la carte X, de la carte Y, etc. Donc petite démo. Donc je vous ai mis à droite les cartes en qualité HD. Donc là on voit qu'il arrive bien à reconnaître toutes les cartes. C'est les bons noms à chaque fois. Là par contre, il va se tromper un petit peu sur la carte, il hésite entre les deux. Et en le déplaçant un petit peu, il arrive à retrouver la bonne carte. Donc on voit que le modèle, là ça marche, et ce qui m'a aussi bluffé, c'était pas l'objectif, mais c'est que c'est vraiment temps réel. Là, ce que je vous ai filmé, ça n'a pas été processé, ça venait de ma webcam. Et j'arrivais à déplacer les cartes et il réagissait en temps réel. Le modèle reste quand même un petit peu sur les réseaux de neurones siamois, donc la partie identification de la carte, il est encore un petit peu faiblard. Moi je trouve qu'il manque un peu de robustesse et que ça méritait de l'entraîner encore un petit peu, de rajouter peut-être des étapes de nettoyage, de normalisation
pour améliorer le modèle et avoir quelque chose de plus robuste et qu'il n'y ait pas cette hésitation de si on bouge un petit peu la carte, il peut en prédire une autre. Je sais pas ce qui... Tac, pardon. Du coup, en petite ouverture sur les autres choses, donc j'en parlais un petit peu, hein, les améliorations. Donc déjà pour la partie identification, où sont les cartes dans l'image, je pourrais faire de la détection et non de la segmentation comme modèle. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus éprouvé. Généralement, ça, pour ce use case, je pense que ce serait sûrement plus pertinent. Mais vu que j'avais déjà des petites compétences en segmentation, j'avais préféré choisir aller au plus vite, vu que j'avais déjà perdu pas mal de temps sur la partie OpenCV. Ajouter des vraies images aussi pour mesurer les scores. Moi, c'est mon gros problème. C'est que pour évaluer, là, c'est un peu compliqué. Il faut que je labellise des images. Faudrait que je labellise moi-même des images pour pouvoir, à chaque itération du modèle, vraiment mesurer les résultats sur des vraies photos et pas sur des images générées. Parce qu'actuellement, je mesure à chaque fois sur des images générées, mais c'est pas pertinent. Moi, ce que je veux mesurer, c'est comment ça se comporte sur des photos réelles. Et ensuite, améliorer la reconnaissance sur des cartes qui vont être brillantes ou avec des fortes variations de lumière. Je me suis rendu compte que pour des cartes qui étaient bien brillantes, le modèle avait tendance à performer un peu moins. Mais c'est normal parce que ce brillant, en fait, on le retrouve pas dans l'image des cartes que j'ai téléchargées. J'ai téléchargé les cartes sans notion de brillance, vraiment telle quelle. Et cette notion de brillance, du coup, l'algorithme la supporte encore pas très bien. Du coup, pour les réseaux de neurones siamois, il n'y a pas que moi qui en fait, hein, vous vous en doutez. Il n'y a pas non plus que en reconnaissance faciale. Ça se fait également pour des usages où il y a des classes un peu déséquilibrées. Il y a notamment un challenge Kaggle où on devait identifier des baleines. Et en fait, pour chaque type de baleine, il y avait très peu d'exemples, donc généralement moins de 50, et il y avait plus de 4000 baleines différentes. Et en fait, le gagnant, il a utilisé les réseaux de neurones siamois plutôt que de faire de la détection, comme on pourrait le faire avec un CNN multiclasse, comme on le fait habituellement. Il a utilisé les réseaux de neurones siamois parce que, du coup, à partir de, même s'il avait une ou deux images dans sa base pour une baleine, il peut générer plein de triplets différents et lui montrer plein d'autres images négatives. Et on voit d'ailleurs à son score, hein, il a 0,78, alors que le deuxième, il a que 0,64. Et le deuxième n'a pas fait de réseau de neurones siamois. Donc il y a vraiment une grosse marge entre les deux sur cette technique. Et ça peut être également utilisé pour du texte, pour comparer la similarité entre deux éléments textuels. Donc il y a quelques concours sur Kaggle où j'ai trouvé des éléments, notamment le Quora Question Pair. Par contre, c'est, je trouve, moins populaire que les images, donc on trouve moins d'exemples, moins de tutoriels que ce que j'ai pu trouver sur les images. Même si les tutoriels en ligne sur les réseaux de neurones siamois, c'est souvent le jeu MNIST, donc c'est le jeu avec les écritures manuscrites, c'est assez bateau, et on n'a pas des vrais jeux de données, et on n'est pas confronté à des grosses problématiques. Donc là maintenant, vous vous dites que c'est génial comme technologie, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre d'un peu plus concret, parce que les queues de baleine et les cartes, ça ne concerne pas forcément vos milieux pro. J'ai testé moi du coup de l'appliquer à un autre type de carte. Donc j'ai testé de remplacer toutes mes cartes en fait par des cartes nationales d'identité, des cartes des passeports, des permis, etc. Et juste en remplaçant les cartes, j'ai eu des très bons résultats directement, et du coup j'ai réussi à entraîner un modèle qui arrivait à détecter ma carte d'identité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. J'ai l'impression que les pertes de performance que tu as sur tes cartes, elles ont quand même assez, même si je suppose que la question qui se ressemble un peu, la couleur elle est vachement, c'est un point de discrimination qui est hyper fort. Ouais. Effectivement, d'ailleurs au début en fait, j'avais vu un autre projet qui faisait un peu l'équivalent, mais il était dans un environnement beaucoup plus contrôlé, et il passait en noir et blanc. Et du coup, moi, ça me dérangeait. Je m'étais dit, bah non, justement, je veux garder cette information. Et c'est vraiment, vu que je me suis dit, je vais quand même tester parce que j'ai vu que chez lui ça marchait. Et vraiment en testant, ça a été bluffant la différence de résultats que j'avais. Mais je pense effectivement, à terme, ça pourrait être une bonne idée de garder l'image enfin de garder les couleurs et de faire d'autres choses. Mais par rapport au temps passé et au gain, là pour l'instant pour moi c'était pas la priorité. Mais je suis d'accord qu'il y a une information qui est perdue. Mais dans la pratique, c'est de tout garder. En fait, il faudrait des vraies photos
pour améliorer cette partie génération d'images. Parce que c'est, pour moi, ma limite, c'est que dans les transformations que j'ai mis sur la génération d'images, j'arrive pas à reproduire une photo assez réelle, assez similaire à ce qu'on pourrait trouver dans la vraie vie. Et c'est vraiment plus cette partie-là que j'améliorerais si jamais. Mais là, ça demanderait un peu plus de compétences et plus de transformation que ce que moi j'ai déjà juste appliqué avec des librairies assez basiques. C'est parti sur la base de process la base de données de L'architecture du réseau Siamois. Alors oui, j'ai pas précisé. Les réseaux de Siamois, en fait, on peut utiliser n'importe quel type de réseau. Donc moi, j'avais utilisé un ResNet 50 parce que le 101 rentrait pas sur ma machine. Et du coup, mais s'il y a d'autres modèles qui sont plus performants, etc., on pourrait utiliser ces autres modèles pour l'embedding. Merci pour la présentation, Claire. Moi, je me posais la question sur ta carte. Est-ce que la partie du bas apporte vraiment de l'information pour discriminer une carte d'une autre? Est-ce que tu as déjà essayé justement de cropper cette partie-là et de garder que la photo et le titre au-dessus? Alors, je l'ai pas fait, mais sur l'autre projet que j'avais vu, le gars croppait uniquement l'image et du coup ça marche. Moi, je voulais quand même garder ce qu'il y a autour parce que alors déjà il y a différents types de cartes et souvent la couleur du fond va impacter. Et parfois dans les descriptions, ça peut aussi jouer un petit peu la taille, les différents. Il y a 2-3 petits éléments, mais qui sont beaucoup moins discriminants que l'illustration. Je me suis là dans l'optique, j'ai préféré tout garder, mais effectivement, ça pourrait être une amélioration à terme que je rajouterais. C'est dans ma liste des choses à tester en fait.